Voilà. Salut à tous, bienvenue sur la page La Voix du Coureur, ma page YouTube. Je te remercie énormément d'être là. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo un peu plus longue sur l'impact de la course à pied sur la santé, l'impact mécanique et l'impact social que ça peut avoir. Je te laisse écouter jusqu'au bout parce qu'il y a plein d'infos qui sont super pertinentes sur la prévention des blessures. Allez, c'est parti! J'ai fait l'autre jour une présentation à un groupe de professionnels de la santé où le but c'était de parler de l'impact de la course à pied pour nos patients. Donc là je vais simplement vous refaire cette présentation. Il y a des données super intéressantes. Je vais pour ça me baser sur mon PowerPoint que j'avais, donc c'est pour ça que je regarderai de temps en temps l'ordinateur. Et si vous avez des questions ou des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à faire ça dans la partie commentaires. Avant ça, je vous laisse suivre ma page, cliquez sur les notifications, suivre également ma page Instagram mictalks-ostéo-trail. Franchement, ça me serait une super aide pour développer ces canaux-là. Je fais tout gratuitement, c'est ma passion. La reconnaissance que je peux avoir, c'est les suivis, c'est vos retours, c'est vos commentaires, c'est vos remarques. Franchement, c'est ce qui me plaît. Donc, je vais continuer sur ce tunnel-là. Alors finalement, quel est l'impact de la course à pied sur notre santé? C'est un sujet pour lequel on a énormément de données. C'est largement étudié. Finalement, pas forcément que la course à pied, c'est l'activité physique qui est étudiée. Mais je vais faire un lien plus spécifique avec la course à pied parmi toutes ces données. Ces dernières années, la science elle est unanime sur un sujet. C'est que pratiquer régulièrement une activité physique, ça réduit de manière significative le risque de développer des maladies liées au comportement sédentaire. On parle d'obésité, de tabagisme, d'hypercholestérolémie, de toutes les maladies cardiovasculaires, de cancer, etc. On sait aussi que ça diminue drastiquement le risque de mourir. Finalement, ça diminue le taux de mortalité. On a beaucoup de données sur le sujet. Donc, faire de l'activité physique régulièrement, ça équivaut à augmenter son espérance de vie. Toutes les références des études, je mets ça en description. Sur le sujet, il y en a beaucoup. J'ai les plus pertinentes et les plus récentes, notamment des revues systématiques et des méta-analyses sur le sujet. Tout ça, ça se trouve en description. Il y a une chose intéressante qui a été dite par Karim Khan, qui était l'ancien rédacteur en chef du British Journal of Sports Medicine, qui a dit, je cite, « En 40 ans de pratique clinique, je me suis fréquemment posé la question de savoir quel est le meilleur médicament. Je n'ai jamais trouvé meilleure réponse que celle d'Hippocrate, on parle d'environ 400 ans avant Jésus-Christ, qui disait que la marche est le meilleur remède pour l'homme ou la femme. Quelle déception !» Ça, c'est lui qui a dit. Franchement, c'est hyper intéressant. Dans le livre de la clinique du coureur, Karim Khan, il fait aussi une analogie qui est vraiment sympa. Il dit là maintenant vous pouvez fermer les yeux et vous imaginez arriver sur une planète qui est complètement inconnue. Donc vous êtes un petit extraterrestre qui arrive sur une planète complètement inconnue, vous atterrissez et puis avec des capteurs, des téléphones, des appareils, vous pouvez analyser la population de cette planète. Vous vous rendez compte qu'il y a la moitié de la population qui sont des fumeurs, qui sont diabétiques et obèses. L'autre moitié de la population, donc c'était une première moitié, l'autre moitié de la population, ils ne sont pas fumeurs, ils ne sont pas diabétiques, ils ne sont pas obèses, ils sont juste sédentaires. Donc ils ne font pas plus que 20 minutes d'activité physique par jour. Donc c'est des gens qui sont complètement sédentaires. Ce qu'on sait sur cette planète, on se doute bien que c'est la planète Terre, et on a une large étude qui a été faite à l'Aerobic Center Longitudinal Study qui a suivi des groupes de personnes. Et en fait, parmi ces deux populations que je vous ai dit, on peut décrire, on a des données qui peuvent décrire les 20 prochaines années de ces deux populations. On en a suffisamment. Ce qui est intéressant de voir, c'est que 9% des fumeurs décéderont dans les 20 prochaines années. 4% des diabétiques décéderont, 3% des personnes obèses en surpoids décéderont.
Dans l'autre catégorie, c'est 20% des personnes en mauvaise condition physique qui décéderont. Donc en fait, d'être sédentaire, 20%, ça équivaut à être fumeur, diabétique, obèse, combiné. Je sais pas vous, mais moi je trouve hyper violent comme constatation, hyper heurtant, en sachant que c'est quand même pas très dur de se bouger régulièrement et que ça a des énormes intérêts sur le taux de mortalité et sur notre santé. On a une étude qui est parue dans le Lancet Public Health en juillet 2025, c'est tout récent, elle a été faite par Ding et ses collègues, qui a mis plus en avant le rôle du mouvement, de l'activité physique au quotidien. C'est-à-dire que au-delà de parler d'un sport en soi, qu'on fait 1, 2, 3 fois par semaine, de plus, chaque mouvement du quotidien a son importance sur la santé. On est maintenant à 7000 pas par jour qui sont largement suffisants et qui auraient tendance à réduire de 47% le risque de mortalité en général. 7000 pas par jour quotidiennement. Beaucoup de gens n'y arrivent pas et c'est troublant. Ajouter des pas quotidiens par jour, ça ajoute un petit peu de bienfait. À un moment donné, c'est pas forcément complètement exponentiel et nécessaire. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que faire du sport 1 à 2 fois par semaine, ça ne remplace pas un mode de vie sédentaire au quotidien. Ça, c'est important. Donc, comment faire au quotidien? Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur. Prenez les marches à pied au lieu des escalators. Ne vous déplacez pas forcément dans les villes en trottinette. Marchez, évitez de prendre le bus si c'est possible, du moins une partie. C'est ce genre de choses. Faites des balades. Juste, il y a plein de façons de faire pour au quotidien bouger. Même dans les bureaux, levez-vous, bougez dans le bureau, rasseyez-vous dans la mesure du possible, bien sûr. Mais c'est hyper important. Petit problème, j'avais pas mis mon micro. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Donc la première partie, elle est un petit peu moins de bonne qualité au niveau du son, et la deuxième, elle sera un petit peu mieux. Désolé. Maintenant, du coup, je fais le parallèle, pas le parallèle, mais je fais le lien avec la course à pied. La course à pied, elle est en essor constant partout dans le monde. En Suisse, on a des données qui montrent qu'on est passé de 17,6% de la population en 2008 qui faisait de la course à pied à 27% en 2020, selon Lamprecht et ses collègues, qui a été fait en 2020. Probablement que maintenant ce chiffre est plus élevé encore, on le voit sur les courses, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans pas mal de domaines où de plus en plus de gens font de la course à pied. Cette popularité, elle est liée à plusieurs facteurs, dont je pense au niveau de la santé, ça commence à payer les recommandations en fait en faveur de l'activité physique pour la santé justement. Les gens ont bien compris le message peut-être depuis plusieurs années et commencent de plus en plus à bouger. Cela étant que dans la course à pied, c'est une bonne manière de répondre aux critères minimum définis par l'Organisation mondiale de la santé. Et on sait que dans le monde actuellement, 36% des adultes sont sédentaires. Et puis ce chiffre monte même à 80% chez les adolescents qui ne répondent pas aux critères d'activité recommandés. Ces critères, rapidement, chez un adulte, on parle de 150 à 300 minutes par semaine d'activité aérobique modérée ou la moitié en fait d'activité intense ou une combinaison équivalente chez les adultes de 18 à 64 ans. Il faut que 2 jours ou plus par semaine, on doit faire des activités de renforcement musculaire qui sollicitent la plupart des muscles. Et puis pour davantage de bienfaits, on doit porter à plus de 300 minutes d'activité modérée ou plus de 150 minutes d'activité intense par semaine. Ça, c'est les minimums. Bien sûr, qui mettent aussi limiter les comportements sédentaires et privilégier toute opportunité de bouger. Ça va dans le sens de l'étude de juillet 2025 de Ding qui montre vraiment qu'à 7000 pas par jour, on a des énormes bienfaits sur la santé.
47% si vous avez bien suivi. Chez les adolescents, on parle enfants et adolescents, 5 à 17 ans, on parle 60 minutes par jour en moyenne d'activité physique d'intensité modérée à élevée, toujours en aérobie. Et au moins 3 jours par semaine, il faut inclure des activités vigoureuses et de renforcement musculaire et osseux. Mettre des sports d'impact dans cette catégorie-là et réduire le temps passé inactif, notamment devant les écrans. Bref, vous trouvez ces recommandations sur le site de l'OMS. Il y a aussi chez les adultes de plus de 65 ans et chez les femmes enceintes des recommandations qui sont super intéressantes. Tout ça pour dire, donc on a conscience que l'activité physique a des énormes bienfaits sur la santé, sur notre espérance de vie. Et c'est très réjouissant de voir autant de monde qui pratique la course à pied. Sur toutes ces courses qu'on voit, c'est vraiment passionnant. Par contre, la course à pied, il faut que ça soit fait de manière réfléchie. Le truc, c'est que la course à pied, c'est une activité simple, à la fois simple et complexe. Simple parce qu'il ne faut pas beaucoup de matériel pour aller courir finalement. On peut avoir plein de choses en plus, c'est clair, mais de base, c'est des baskets, en tout cas des chaussures intéressantes avec lesquelles courir. Et puis qu'en tant qu'être humain, on est fait pour courir. Donc tout le monde, de manière innée, sait courir. Même Jeff Tuch le dit d'une certaine manière. Oui, sauf que moi, je ne sais pas courir au ralenti. Tout le monde sait courir au ralenti. Courir au ralenti, c'est marcher. C'est aussi une activité simple finalement parce qu'on peut le faire de n'importe où. Et pour moi, c'est là le vrai game changer de la course à pied. Ça peut être fait par n'importe quelle météo, de n'importe où, sur tapis, dehors, en vacances, à midi, le soir, le matin, la nuit. De n'importe où, on peut pratiquer de la course à pied et c'est ce qui la rend super intéressante comme outil pour la santé. Par contre, c'est une activité un peu complexe parce que c'est une activité que les gens ils pratiquent sans réel apprentissage, finalement, contrairement à d'autres sports où il faut apprendre le sport en question. Là, tout le monde peut courir, mais elle nécessite quand même de savoir 2-3 trucs pour que ça demeure un plaisir de manière sécuritaire, parce qu'il y a beaucoup de mythes dans le domaine de la course à pied qui tournent. Et puis, il y a beaucoup de pression aussi, on va le voir un peu après. Ce qui fait que ça peut très vite rentrer dans quelque chose de plutôt néfaste pour nous, alors que le but c'est finalement être en meilleure santé. Il y a un truc, je suis tombé sur une étude assez intéressante de Thompson Kuhn qui a été faite en 2011. Ce qu'il en est ressorti parmi d'autres choses, c'est que la course elle est en quelque sorte magique. C'est une des seules activités qui rend vraiment dépendante. Et donc, dès qu'on fait de la course, on a une très forte probabilité à continuer à le faire, contrairement à d'autres activités. Ça, c'est aussi super intéressant. Maintenant, on va parler des impacts mécaniques que met la course à pied, et cette fois spécifiquement liés à la course à pied. De nouveau, la course à pied, c'est une activité à fort impact qu'on peut faire de manière très quantifiée, et ça, c'est aussi un super outil pour finalement se renforcer. La clinique du coureur, ils disent souvent, ils ont une phrase type que j'adore qui dit que le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que ses capacités d'adaptation. Et ça, c'est la base de la quantification du stress mécanique, mais c'est la base d'une notion de progressivité et une notion de renforcement du corps dans une activité telle que la course à pied. Bon, pour ça, on a le modèle de la quantification du stress mécanique qu'ils ont développé, que vous trouvez sur leur site internet. Je vous mets le lien ici, ou là, ou peut-être là, je ne sais pas. Et c'est aussi super bien expliqué pour comprendre un peu le cheminement qu'on a sur notre corps et l'impact mécanique que ça peut avoir, autant dans un but de progressivité, de progression plutôt, et d'adaptation et dans des plans d'entraînement par exemple, également en cas de blessure, c'est la base de la prise en charge. L'objectif de cette quantification du stress mécanique, c'est d'optimiser l'adaptation et réduire le risque de blessure. Ça c'est vraiment important et en fait il faut savoir que chaque sport est différent puis chaque sport stresse les tissus différemment. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il n'existe pas que la course à pied dans la vie, mais comme je disais, c'est un des sports qui met beaucoup d'impact et sur lequel on peut beaucoup jouer et quantifier. Je ne sais pas moi, un sport comme le tennis ou bien le badminton, ça met quand même des gros impacts sur le corps, mais pas de façon répétitive. Et c'est quand même assez difficile de venir quantifier dans ces sports-là
Tandis qu'en course à pied, on peut se permettre d'aller courir 3-4 minutes en cas de blessure s'il le faut, puis augmenter progressivement ou quantifier de 10 minutes en 10 minutes en 10 minutes. C'est assez compliqué dans d'autres sports de devoir quantifier et dire à quelqu'un tu peux aller jouer au tennis 2 minutes et puis après t'arrêtes parce que c'est ta limite actuelle avec ta pathologie, avec ta douleur, c'est un peu plus problématique. Nager, ça met peu de stress osseux, mais ça met des stress musculaires importants. C'est clair qu'il y a une quasi-absence des contraintes gravitaires sur les articulations portantes, comme le genou, la hanche, le rachis lombaire, mais de la résistance liée à l'eau, surtout au niveau de l'épaule. Ça, c'est une étude de Song qui a été faite en 2022. Le cyclisme, c'est une activité à faible impact au niveau des appuis, c'est même moins que la marche. Les revues sur la biomécanique du cycliste montrent une moindre charge compressive globale, mais une forte sollicitation musculaire locale selon les réglages et la cadence de pédalage. Une étude de Ericsson en 2003. La marche à plat à 5,5 km/h, ça met 580 newtons sur le corps. La course à pied à 8 km/h, on est à 844 newtons sur le corps. C'est une étude de Swain en 2016. De nouveau, les liens sont dans la description. Une petite aparté sur les tissus du corps humain qui deviennent plus forts quand on les charge. Quels tissus du corps humain se renforcent quand on les charge? Presque tous. Les muscles, c'est un secret pour personne. Plus on met de charge sur un muscle, plus ils deviennent gros. Même si on les charge passivement, avec juste des étirements, on a des données qui montrent qu'on renforce les muscles. De nouveau, les études en question en description. Les os deviennent plus solides quand on met de la pression dessus, si bien qu'un programme de musculation pour les femmes ménopausées permet d'inverser l'ostéoporose. Les ligaments, ceux qui font de la musculation, ils ont des ligaments croisés 2 fois plus épais que les autres personnes. Les tendons, la musculation, elle augmente l'épaisseur des tendons, ça on le sait, ils deviennent plus forts, plus résistants. Le cartilage aussi, chez les coureurs spécifiquement et notamment chez les marathoniens, ils semblent avoir des meilleurs cartilages au niveau des hanches et des genoux. Et on a les mêmes données sur les disques intervertébraux. Les coureurs semblent avoir des disques plus épais que les personnes du même âge. C'est une étude de Bellavi qui a été faite en 2017. Si je reviens sur cette donnée au niveau du cartilage, spécifiquement au niveau de l'arthrose, il faut savoir un truc. Attention, gros cassage de mythe. La course à pied, elle n'augmente pas le risque d'arthrose chez les coureurs récréatifs. Et puis oui, il est possible de courir avec l'arthrose sur certaines conditions. Pour ça, on a une étude qui est une revue systématique et méta-analyse qui a été faite en 2017 par Alan Thorne-Gelly et ses collègues, qui est super intéressante, qui a montré une prévalence, donc c'est un nombre de cas à un moment donné dans la population, donc de 3,5% de gens qui avaient de l'arthrose chez les coureurs récréatifs, 10,2% chez ceux qui étaient le groupe contrôle, c'est-à-dire qui ne faisaient pas d'activité, pas de course à pied, et 13,3% chez les coureurs compétitifs. Donc c'est les professionnels ou les coureurs élites qui font des courses internationales. Donc en fait, en gros, on se rend compte qu'il y a moins d'arthrose chez les coureurs récréatifs que chez les sédentaires et chez les coureurs élites. Bien sûr, les coureurs élites, ils ont une charge qui est vraiment importante, souvent pour plein de raisons aussi, n'écoutent pas forcément leurs symptômes et du coup c'est vrai que cette catégorie-là elle est plus à risque de développer de l'arthrose, mais le 3/4, je dis un peu au bol, mais la plupart des gens qui font de la course à pied sont des coureurs récréatifs et on sait qu'on a moins d'arthrose dans cette population-là. C'était étudié sur la hanche et le genou. Ce qu'on sait, c'est que après un effort comme le marathon, on a une diminution de l'épaisseur du cartilage, mais que cette épaisseur, elle est retrouvée à l'état normal quelques heures après. C'est une étude de Cannes qui a été faite en 2022. Donc il y a quelques années, on prenait des marathoniens qui arrivaient, on leur mesurait leur épaisseur de cartilage, on voyait qu'il était tout écrasé et on s'est dit que la course à pied c'était horrible pour le cartilage et qu'on allait flinguer nos articulations. Pour ça que c'est pas bien. En fait, ça fonctionne un peu comme une éponge et ça revient à l'état normal. Puis en fait, cette application répétée de charge, elle est nécessaire au maintien du cartilage pour autant que ça soit bien quantifié. Et c'est là la chose peut-être chez les coureurs élites ou professionnels qui, oui, ont une récupération normalement optimale, mais qui soumettent quand même leur corps à des grosses charges et peut-être bien souvent pas forcément bien quantifiées liées à la pression
qu'ils peuvent avoir sur des courses ou autres. La parenthèse sur les disques, c'est qu'effectivement les contenus en glycosaminoglycans, donc c'est les composants un peu qui font rendre les disques intervertébraux, le cartilage gélatineux, il est modifié après quelques semaines de course à pied dans le cartilage. Donc en fait, on sait qu'on prend deux populations qui ont le même le même taux de glycosaminoglycans. Une partie, on leur fait faire un programme de course à pied, l'autre partie, on les laisse devenir sédentaires. Les gens qui vont faire de la course à pied auront un meilleur taux de glycosaminoglycans, donc le taux aura augmenté, alors que les sédentaires, ça sera resté stable, voire même chez certaines personnes, ça a diminué. C'est ce que dit cette étude. Et sur les disques intervertébraux, on a une étude de Bellavi et une revue systématique de Chou qui a été faite en 2024 qui montre qui donne les mêmes conclusions sur les disques intervertébraux, donc des disques plus épais. Par contre, dès que le cartilage il est déjà abîmé, donc des gens qui ont déjà de l'arthrose, ce qu'on sait, c'est que le cartilage il revient pas à l'état normal une fois qu'il a été lésé. La science elle est un peu plus fragile sur le sujet, sur l'impact de la course sur un cartilage déjà abîmé. Mais d'après les données qu'on a sur un cartilage sain, tout porte à croire que ça reste quand même intéressant de maintenir des impacts pour stimuler encore l'adaptation au niveau de ce cartilage abîmé. Et donc ça passe par une bonne quantification du stress mécanique, une écoute des symptômes, donc le fait qu'il n'y ait pas de douleur, que le genou ne gonfle pas après l'activité, ça c'est fondamental, ça veut dire sinon le tissu il subit beaucoup trop et puis du coup il s'irrite. Et là, on prend le risque que ça se passe moins bien. Et on peut adopter un peu sa biomécanique de course pour que ça se passe bien. Donc avoir une biomécanique de course un peu plus protectrice, faisant des petits pas, en ayant une cadence assez élevée. En tout cas, pourquoi ne pas essayer chez cette population-là et puis de voir si c'est faisable ou pas. Une autre parenthèse que j'aimerais bien faire dans ce sujet-là, sur l'impact mécanique de la course à pied, c'est chez les gens qui sont en surpoids. Franchement, déjà, ceux qui sont en surpoids, bravo de faire de la course à pied parce qu'ils font face à un défi que beaucoup de coureurs n'ont pas, c'est le regard des autres. Ça, c'est déjà hyper important. Puis en plus, tous les bienfaits que ça a l'activité physique sur la santé, tous les bienfaits que ça a dans la question des gens en surpoids, c'est vraiment énorme. Et du coup, moi je peux dire que bravo aux gens en surpoids qui se mettent à faire de la course à pied. Ce qu'on sait, c'est que les gens en surpoids, ils sont souvent motivés par la perte de poids ou par une prise de conscience d'une meilleure hygiène de vie, mais aussi par une pression sociale. C'est pour ça qu'ils essayent de se mettre à la course à pied. C'est une étude qui date de 2015, de Bombach. Ce qu'on sait aussi, c'est que la course à pied, ça a été analysé à une course à pied de 4 fois par semaine, environ 50 minutes par session, permet une perte de poids, une diminution du BMI et une réduction de la graisse viscérale, selon une méta-analyse de ces études de Lee en 2021. Donc oui, c'est efficace. Par contre, les guidelines, elles disent qu'on a un intérêt de conseiller des exercices à composantes multiples, c'est-à-dire faire des intervalles, pas faire que de la course à pied continue, faire des exercices combinés, faire des exercices de résistance pour améliorer en fait la fonction cardio-métabolique puis la graisse abdominale plus que de simplement courir. Mais bref, chacun doit y trouver son pain et puis l'important c'est quand même de bouger. Par contre, il y a un truc fondamental chez ces personnes-là, c'est que la science elle démontre qu'un BMI élevé, c'est un facteur de risque de blessure. Avec un niveau de preuve modéré, certes, mais c'est un facteur de risque. On a une étude de Van der Worp en 2015, Bertelsen en 2018, Correa en 2024 et Naderi en 2025. Il y en a probablement d'autres. Moi, je me suis intéressé à celle-ci. Donc, il y a un facteur de risque du poids et notamment du BMI sur le risque de blessure. Donc, les gens qui sont en surpoids, il faut courir pour tous les bienfaits que ça a, mais il faut être vraiment attentif à cette catégorie-là par rapport aux blessures. Il faut vraiment être très prudent sur la quantification du stress mécanique, être très prudent sur l'apparition des symptômes, sur comment est pratiquée la course à pied, sur comment est la récupération, probablement un petit peu plus prudent que sur d'autres personnes qui ne seraient pas en fait en surpoids. On a une étude de Lindman en 2024 qui a montré un truc intéressant, c'est-à-dire que chez les gens qui avaient un BMI
plus que 25, donc on est considéré comme en surpoids, ou à plus que 30 comme obésité, des gens avaient 60% en fait de risque de blessure chez les personnes en obésité ou 50% en surpoids s'ils n'avaient pas d'antécédents de blessure. Et en plus, chez ces gens-là qui sont en surpoids et qui avaient des antécédents de blessure au préalable, ce chiffre monte par exemple à 70% et à 71% chez les obèses. Donc en fait, ce qu'on sait aussi, c'est que les antécédents de blessure, on l'a toujours su, avec un niveau de preuve élevé, sont un facteur de risque de nouvelles blessures. Et ça, en fait, il est plus fort, il est prédominant sur le surpoids, en fait, fondamentalement. Maintenant, on va revenir au dernier point de cette vidéo, c'est les impacts sociaux que pratique la course à pied. On a vu l'impact sur la santé, l'impact mécanique, maintenant les impacts sociaux. Dans les impacts sociaux, c'est sûr qu'on voit de plus en plus, et c'est hyper réjouissant, tous les clubs de course, les runs communautaires, les événements qui sont organisés, les compétitions qu'il y a, des magnifiques compétitions. On voit aussi l'impact que ça a sur les réseaux sociaux. Bref, le contexte social pousse beaucoup les gens à pratiquer une activité comme la course à pied. Et pour tous les bienfaits que ça a, c'est génial. On peut que se réjouir. Mais il y a un peu une face cachée à cet impact social. Je suis tombé sur un mémoire de Elodie Gaillardra lors de l'UTMB en 2011 qui a démontré que 7% des coureurs qui étaient considérés comme dépendants à la course, puis 69% étaient à risque de dépendance. Donc j'ai dit précédemment, il y a une étude qui montre que la course à pied, c'est une des activités qui a plus tendance à rendre dépendant, donc qui va probablement permettre aux gens de continuer, ça c'est plutôt le truc bien, mais cette dépendance, elle peut être dangereuse parce que finalement, on peut en faire plus que ce qu'on peut tolérer, ce que le corps peut tolérer, en lésinant sur la récupération, et puis il y a un énorme facteur de blessure là derrière. L'Ultra Trail scientifique de Clécy en 2021 a montré en fait finalement que typiquement les causes de la bigorexie, donc c'est finalement le fait de vouloir en faire de plus en plus. Il y avait des causes physiologiques, donc ça c'est des récompenses dopaminergiques qui provoquent un manque, donc on a besoin de faire un peu son activité, comme la course à pied. Il y a des causes psychologiques derrière ça, une insatisfaction et des recherches de performance par exemple. Et la troisième cause, accrochez-vous bien, c'est les réseaux sociaux. Comparaison et hyper-narcissisme là derrière. Si on fait répondre en fait aux gens qui ont participé à cet Ultra Trail scientifique, un questionnaire Big Five, donc c'est les 50 grands traits de la personnalité chez 507 coureurs. Et puis, l'addiction à la course à pied était significativement associée à la lettre N de ce Big Five. Donc, c'est le neuroticisme. C'est des gens qui ont tendance aux émotions négatives, à la souffrance psychologique et à la nervosité récurrente. Donc, c'est quand même des traits qui sont très fréquents dans la population aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un grand rôle préventif à jouer là derrière pour les professionnels de la santé. Mais pour tout le monde, finalement, on doit motiver ses copains, copines à faire une activité physique comme la course. On doit les prendre avec nous pour leur montrer que c'est cool. Mais il y a quand même une face cachée et il y a un grand rôle à jouer de la prévention pour les blessures. Et ça, il ne faut pas non plus minimiser le message. Il ne faut pas oublier qu'on a une incidence de blessures de 40,2% dans la population de coureurs et une prévalence de blessures de 44,6%. Donc quand même, comme on dit, à peu près un coureur sur deux se blesse ou est blessé. C'est pas faux, c'est validé scientifiquement. Voilà, s'il y a un message que vous devez retenir, c'est que la course à pied, elle a d'énormes... C'est un outil gigantesque pour des bienfaits sur la santé, des bienfaits mécaniques, des bienfaits au niveau de son cercle social, que peu d'autres activités permettent combiner, on va dire. Et puis que le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que ses capacités d'adaptation. Ça, c'est le message qu'il faut retenir. C'est une notion de progressivité, de régularité et de plaisir. C'est fondamental. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en commentaire ou des remarques ou des ajouts à faire volontiers. Le partage est bienvenu de manière bienveillante et constructive. Ciao!